Imaginez que vous sautez d'une falaise, immédiatement enveloppé par le rugissement assourdissant du vent alors que vous foncez à 240 km/h. Le monde en dessous se transforme en une tapisserie à couper le souffle de forêts, de rivières et de pics déchiquetés. Votre corps lutte contre la force du vent et votre cœur bat à tout rompre dans vos oreilles. Vous vous préparez mentalement à un atterrissage catastrophique potentiel. Vous allez trop vite et votre parachute ne s'ouvre pas. Tout votre corps est tendu et vos muscles tremblent. Vous êtes pris de vertige par la panique alors que le sol se précipite vers vous. Et puis, il n'y a plus que le noir. Certains s'adonnent à des activités risquées comme le wingsuit, mais ce n'est pas pour moi. Ils font le plein d'adrénaline en planant dans les airs. Et pour les personnes de cette liste, c'était la dernière fois. Comme toujours, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo a attiré l'attention mondiale en capturant un exploit véritablement remarquable. Le 23 avril 2014, Graham Dickinson, célèbre parachutiste canadien en wingsuit, a effectué un saut de base illégal et audacieux depuis la télécabine Peak-to-Peak de Whistler. Au début de la vidéo, alors que Graham s'apprête à sauter de la télécabine en mouvement, tout semble normal dans une aventure qui était tout sauf ordinaire. Avec sa caméra fixée sur son casque en marche, il a même lancé d'un ton décontracté « C'est parti !» avant de s'élancer, sans se douter de l'attention mondiale que cette cascade allait susciter. Né en 1988, Graham Dickinson s'est rapidement imposé dans le monde des sports extrêmes. Connu pour repousser les limites du vol en wingsuit et du base jump, Graham Dickinson avait accumulé plus de 2250 sauts en base jump au moment de son dernier vol, ce qui témoignait de sa grande expérience et de son dévouement à ce sport. Même parmi les casse-cous du wingsuit, Graham était réputé pour être particulièrement audacieux et téméraire, comme en témoigne son saut illégal depuis une télécabine, qui est devenu un phénomène viral. Son esprit intrépide et sa capacité à exécuter des manœuvres extrêmement risquées étaient reconnus par les fédérations de vol en wingsuit du monde entier. Avançons jusqu'au 25 janvier 2017. Dickinson était en Chine pour repérer de nouveaux points de saut en base jump et s'entraîner pour les compétitions à venir. Ce jour-là, il avait pour objectif de traverser la Porte du Ciel, une formation naturelle de grottes de 122 mètres de haut dans le parc national forestier de la montagne Tianmen à Zhangjiajie, dans la province du Hunan. Le vol nécessitait un contrôle précis et des compétences exceptionnelles, ce pourquoi, comme je l'ai déjà dit, Dickinson était bien connu. Alors qu'il survolait les paysages à couper le souffle de la montagne Tianmen, la caméra a capturé sa trajectoire de vol impeccable. Cependant, quelque chose a tragiquement mal tourné pendant sa descente. Malgré son expérience, la trajectoire de vol de Dickinson a dévié, entraînant une descente rapide et incontrôlable. En un instant, ce qui aurait dû être un vol révolutionnaire est devenu une nécrologie. Les images directement du point de vue de Dickinson le montrent en train de naviguer dangereusement près des falaises. Alors qu'il commençait à perdre le contrôle, le pire est arrivé. Il est entré en collision avec une falaise alors qu'il avançait encore à grande vitesse. Sa caméra a capturé le moment terrifiant juste avant l'impact, puis l'image est devenue noire. Le corps de Graham Dickinson a été découvert par une équipe de 40 secouristes le lendemain. Il a été retrouvé entièrement équipé et vêtu, ce qui indique qu'il s'était préparé méticuleusement pour le saut. Malgré sa planification minutieuse et sa grande expérience, il n'a pas pu éviter l'accident mortel. La World Wingsuit League, où Dickinson avait concouru et remporté de nombreux prix, a publié un hommage émouvant sur sa page Facebook, le décrivant comme une légende du sport et saluant ses contributions au vol en wingsuit. Comme les autres personnes évoquées dans notre épisode aujourd'hui, la mort de Graham Dickinson n'a pas été seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel brutal des risques inhérents à la pratique extrême du vol en wingsuit. Le vol en wingsuit, souvent appelé vol de l'homme-oiseau, est l'un des sports extrêmes les plus exaltants mais aussi les plus dangereux. Il consiste à porter une combinaison spécialement conçue avec des ailes en tissu entre les bras et les jambes, permettant aux pratiquants de planer dans les airs. Cette combinaison transforme le corps humain en une forme aérodynamique, permettant un vol horizontal à grande vitesse. Une wingsuit est composée d'une combinaison avec des panneaux de tissu qui créent des surfaces en forme d'ailes entre les bras, les jambes et le torse. Les wingsuits sont faites de matériaux résistants comme le nylon et conçus pour optimiser la stabilité et le contrôle pendant le vol.
Les voltigeurs sont équipés de casques, lunettes de protection et caméras pour capturer leur vol. Le dernier et le plus important équipement est le parachute. À la fin d'un vol en wingsuit, le voltigeur déploie un parachute pour ralentir et atterrir en toute sécurité. Le système de parachute utilisé en wingsuit est similaire à celui utilisé en parachutisme, avec un parachute principal et une voile de secours en cas d'urgence. Le vol en wingsuit demande des mouvements corporels précis pour contrôler la trajectoire. De petits ajustements de la position des bras et des jambes peuvent modifier de façon significative la direction et la stabilité du vol. Les pratiquants utilisent leur corps pour contrôler la direction, la vitesse et l'altitude. L'entraînement au vol en wingsuit débute généralement par le parachutisme. Les futurs pilotes de wingsuit doivent effectuer un nombre important de sauts en parachute afin de maîtriser les techniques de chute libre de base et les déploiements de parachute avant même de pouvoir envisager de porter une wingsuit. Cette formation garantit qu'ils sont à l'aise dans les airs et capables de gérer les situations d'urgence. L'attrait du vol en wingsuit réside dans la sensation de voler et les vues à couper le souffle. Les pratiquants ressentent de l'excitation de planer à grande vitesse, souvent au-dessus de paysages magnifiques comme des montagnes, des forêts et des vallées. Cependant, cette excitation comporte des risques importants. L'un des principaux dangers du vol en wingsuit est la proximité des obstacles. De nombreux pilotes de wingsuit pratiquent le vol de proximité, où ils volent près des falaises, des arbres et d'autres éléments du terrain. Cela apporte plus d'excitation mais aussi un risque accru de collision. Un autre risque important est le déploiement du parachute. Un déploiement tardif ou incorrect du parachute peut avoir des conséquences désastreuses. Même avec une formation adéquate et de l'expérience, la nature imprévisible des conditions de vol peut entraîner de sérieux défis. Et comme l'histoire de Graham nous le montre clairement, malgré une formation avancée, une grande expérience et une préparation minutieuse, même les pilotes les plus compétents restent vulnérables aux accidents mortels. La montagne Shenmen, où Graham est tombé, était un lieu convoité par les pilotes de wingsuit, réputé pour ses paysages à couper le souffle et son terrain difficile. La montagne avait déjà coûté la vie à un autre pilote de wingsuit, le Hongrois Viktor Kovács. En 2013, ce qui montre bien l'extrême difficulté et le risque associé au vol dans cette région, de nombreux pilotes de wingsuit ont abandonné lorsqu'ils ont réalisé les immenses exigences physiques et mentales de ce sport. Mais pour certains, un dernier vol peut vraiment être la dernière chose qu'ils font de leur vivant. Violetta Rosselin était une wingsuiteuse suédo-polonaise expérimentée, connue pour sa passion et son dévouement envers ce sport. Passionnée de base jump depuis ses débuts en parachutisme à 19 ans, le base jump est un sport extrême qui consiste à sauter en parachute ou en wingsuit depuis des objets fixes. L'acronyme bâtiment, antenne, pont et sol, falaise signifie bâtiment, antenne, pont et sol, falaise. Contrairement au parachutisme traditionnel, qui consiste à sauter d'un avion, les base jumpers sautent depuis ces objets fixes, souvent à des altitudes plus basses, ce qui leur laisse moins de temps pour ouvrir leur parachute et augmente considérablement le facteur de risque. Ce sport exige une planification minutieuse, un timing précis et une compréhension approfondie du contrôle du parachute pour faire face aux défis uniques que présente chaque site de saut. Violetta, en tant que base jumpeuse professionnelle, avait effectué des centaines de sauts à travers l'Europe ainsi qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et aux États-Unis. Elle s'était également essayée à la marche sur l'aile, où une personne est attachée aux ailes d'un biplan. Dans une interview en 2009, en Malaisie, elle a exprimé son amour pour ce sport en disant « Même si les choses que j'aime faire peuvent sembler extrêmes et effrayantes, j'adore ça ». Différentes hauteurs offrent des sensations uniques aux sauteurs. Si je devais choisir une activité préférée, ce serait le vol en wingsuit que j'ai fait en Suisse. Ça m'a donné l'impression de voler avec des ailes attachées à moi. Quand il ne cherchait pas l'aventure, Violetta travaillait comme inspecteur sur des plateformes pétrolières. Cela semblait être une vie parfaite, et Violetta prévoyait de terminer ses jours d'aventure en beauté. Elle ne se doutait pas que ce serait son dernier acte. C'était le 12 septembre 2012. Violetta, aujourd'hui âgée de 37 ans, avait juré d'abandonner le wingsuit après être tombée enceinte. Ce sport extrême qu'elle aimait tant, elle comptait l'abandonner pour de bon, mais seulement après une dernière visite à son endroit préféré pour le base jump, la Via Ferrata dans les montagnes suisses.
Avec une chute verticale de plus de 300 mètres, cet endroit, près de Stesselberg en Suisse, était le lieu de base jump préféré de mademoiselle Rosalind. Elle avait déjà effectué ce saut à maintes reprises. Après 3 sauts déjà effectués, elle et M. Domolowski auraient sauté ensemble. Ils prévoyaient sûrement de fêter son dernier vol. Le paysage à couper le souffle des Alpes suisses devait être incroyable à voir. Mais quelque chose a terriblement mal tourné pendant sa descente. Violetta descendait rapidement à bien plus vite qu'elle n'aurait dû. Son parachute était bloqué et ses efforts désespérés pour l'ouvrir alors qu'elle tombait de la corniche n'ont donné aucun résultat. Son partenaire la regardait, impuissant, alors qu'elle essayait désespérément de le déployer. Dans ces derniers instants, elle comprit qu'elle n'y parviendrait pas et ouvrit les bras, peut-être pour accepter son destin ou tenter de minimiser les dégâts. Mais cela ne servit à rien. Elle est morte sur le coup, au moment de l'impact. Violetta était enceinte de 4 mois au moment de son décès, et ce vol devait être son dernier pour longtemps, peut-être même pour toujours. De nombreux hommages d'athlètes et de fans du monde entier ont afflué. Sa mère, Alina Zanevska-Peterson, l'avait supplié d'arrêter de sauter après être tombée enceinte, mais Violetta a insisté pour faire un dernier saut. Malheureusement, le wingsuit est un sport où la moindre erreur peut avoir des conséquences fatales. Le frisson de planer dans les airs, souvent à des vitesses dépassant 122 miles à l'heure, s'accompagne d'un risque constant d'accident. Personne n'est à l'abri, pas même quelqu'un qui prévoit de quitter ce sport définitivement. Nous sommes le 8 décembre 2012 et 2 points tombent du ciel tournoyant et virevoltant dans les airs. La tête d'un homme pend sans vie dans un casque bleu, alors que son parachute de secours s'ouvre. Un autre homme s'effondre au sol et hurle « Quelqu'un m'a frappé! Quelqu'un m'a frappé !» C'est un matin d'été clair. Les voitures ronronnent sur l'autoroute Hume près de Picton. Au-dessus d'eux, c'est un carnage absolu lorsqu'une collision mortelle, en plein vol entre parachutistes, considérée comme la première en Australie, fait tournoyer 2 hommes follement vers le sol. Le ciel au-dessus de Wilton, au sud-ouest de Sydney, a été le témoin de cet accident sombre et troublant qui a marqué l'histoire. Ce jour fatidique, Peter Farley s'était joint à un groupe de 17 parachutistes pour un week-end animé de vol en wingsuit. Ils ont décollé à bord d'un petit avion Cessna, montant à 14 000 pieds au-dessus de Wilton. Le groupe, composé de passionnés venus de Sydney, Melbourne et Brisbane, était en effervescence, mais le saut allait bientôt prendre une tournure dramatique. Les 17 parachutistes portaient des parachutes réglementaires ainsi que des combinaisons spéciales dotées de tissus supplémentaires entre les jambes et les bras pour les aider à voler vers l'avant en chutant comme un planeur humain. Le saut a commencé normalement, les parachutistes quittant l'avion en succession rapide comme prévu. Pierre et un autre porteur de wingsuit, Scott Ingerty, ont été les derniers à sauter. Ingerty, un parachutiste expérimenté avec plus de 800 sauts, avait commencé le wingsuit seulement 1 mois plus tôt. Alors qu'ils fendèrent le ciel, la catastrophe est survenue. 39 secondes après avoir sauté, un coup brutal sur le côté droit de Scott l'a envoyé en vrille, le laissant sans souffle. « Je perdais connaissance des tiens », dit-il. « Mon bras entier était engourdi, de l'épaule au doigt. Ma jambe droite était immobile. Je pensais avoir le dos cassé. Il a revu les images plusieurs fois depuis. J'ai fait un tonneau, je regardais le sol, et tout d'un coup, je regardais le ciel, puis à nouveau le sol. » Une photo tirée de la page Facebook de Scott Ingerty montre ses ecchymoses après ce qu'il sait maintenant être une collision en plein vol avec Peter Farley. Je me suis repris et j'ai essayé d'ouvrir mon parachute, puis j'ai fait 3 vrilles à plat vers la gauche. Je me suis dit « Scott, si tu ne fais rien tout de suite, tu vas mourir. » Je ne sais vraiment pas comment, mais il a réussi à ouvrir son parachute. Peu après, Ingerty a atterri dans la zone de largage, hurlant de douleur, le flanc droit couvert d'hématomes profonds. Mais Peter Farley, contrairement à Scott, ne vivrait pas pour raconter son histoire folle et incroyable. La collision en plein vol l'a complètement assommé, ce qui signifiait qu'il n'a pas pu tirer sur la poignée d'ouverture de son parachute. Sans la capacité de déployer son parachute, il est tombé violemment et rapidement, et alors que le corps inerte de Farley chutait du ciel, son parachute de secours s'est ouvert automatiquement à 230 mètres. Mais c'était trop peu, trop tard. Farley était entièrement à la merci du destin.
Farley a atterri violemment au sol sans protection, entrant en collision avec un camion benne sur un chantier près de l'autoroute. D'autres parachutistes et des passants inquiets se sont précipités pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, mais Farley n'avait plus de pouls et son cou était brisé. Le médecin légiste établira si le cou de Farley s'est brisé lors de la collision en vol ou à l'atterrissage. Le détenteur du record du monde de wingsuit et médecin urgentiste Glenn Singelman affirme que le cou est vulnérable lors de toute collision à grande vitesse, donc malgré leurs efforts, Peter Farley a été déclaré mort sur les lieux. À présent, plusieurs signaux d'alerte entourent l'incident. Premièrement, l'enquête a révélé que de nombreux parachutistes, y compris Peter Farley lui-même, ne possédaient pas la qualification Starcrest de la Fédération australienne de parachutisme, fédération australienne de parachutisme requise pour les sauts en grande formation. Cette qualification garantit que les participants possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer en toute sécurité des sauts impliquant plus de 10 personnes. L'absence de ces qualifications parmi les participants constituait une violation grave des protocoles de sécurité. Deuxièmement, l'organisation des sauts a été remise en question. La planification et l'exécution d'un saut en formation aussi important, surtout avec des participants de niveaux d'expérience variés, exigent une attention méticuleuse aux détails et un respect strict des consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes a entraîné une situation dangereuse qui a finalement conduit à la mort de Farley. Troisièmement, il y avait un manque notable de supervision et de contrôle. Des instructeurs expérimentés ou des chefs de saut auraient dû s'assurer que tous les participants respectaient les normes de sécurité requises avant le saut. Le manque de vérification des qualifications et la possible négligence de l'expérience ou de l'inadéquation entre les parachutistes ont considérablement augmenté le risque d'accident. Un autre pratiquant de wingsuit a rapporté à la police avoir entendu Ingerty dire à son instructeur « Je n'ai fait que 3 sauts en wingsuit jusqu'ici. Est-ce que c'est bon si je participe à ce saut ?» Il a répondu « Pas de souci mon pote. Tu vas t'en sortir. » Malgré la négligence, l'enquête sur l'accident a conclu qu'il s'agissait d'un accident évitable. Aucune accusation criminelle n'a été retenue contre les personnes impliquées. Cependant, des mesures administratives importantes ont été prises pour remédier aux manquements à la sécurité identifiés. La Fédération australienne de parachutisme, a suspendu plusieurs instructeurs et organisateurs de sauts reconnus coupables de négligence dans l'exercice de leurs fonctions, pour garantir la sécurité et les qualifications des participants. La Fédération australienne de parachutisme a également imposé des exigences de formation et de certification plus standardisées pour les instructeurs de wingsuit et les participants aux grands sauts en formation. Cela comprenait une remise à niveau complète pour tous les instructeurs certifiés afin de garantir un niveau de sécurité et de responsabilité plus élevé lors des futurs sauts. Il s'agit bien entendu d'excellentes réglementations et mesures de sécurité visant à protéger le bien-être de tous les participants aux sports extrêmes. Mais pour Peter, c'était trop peu et trop tard. Je suis certain qu'il est tentant de spéculer sur la façon dont les choses se seraient dépassées si Peter avait eu un peu plus d'expérience. Mais l'expérience ne protège pas toujours contre l'imprévu dans les sports extrêmes. Notre prochaine histoire concerne un homme qui, malgré son expertise, tant académique qu'en tant qu'amateur, dans le parachutisme et le vol en wingsuit, s'est retrouvé dans une situation périlleuse à laquelle aucune expérience n'aurait pu le préparer. Jeffrey Robson était un talentueux pratiquant de wingsuit sud-africain. Doctorant à l'école polytechnique fédérale de Zurich, Jeffrey était connu pour ses travaux pionniers dans la modélisation mathématique du vol en wingsuit. Jeffrey Robson est né à Belleville, au Cap, le 24 janvier 1979. Il a fait ses études secondaires au lycée Bergvliet, puis a poursuivi des études supérieures à l'université de Stellenbosch. Là qu'il a obtenu un diplôme en génie mécanique et une maîtrise en mathématiques appliquées. Son parcours académique ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi ses études à la prestigieuse école polytechnique fédérale de Zurich, où il a entrepris un projet de doctorat révolutionnaire portant sur le fonctionnement du profil aérodynamique d'une wingsuit à différentes vitesses de vol plané. Après avoir terminé ses études, Jeffrey s'est brièvement aventuré dans le secteur financier à Londres, où il a réalisé des analyses statistiques pour la Banque de Tokyo. Bien que cela lui ait permis de payer ses factures, Jeffrey se sentait piégé et insatisfait de sa vie. Il a donc redirigé son attention vers la combinaison de son expertise académique et de sa passion pour les sports extrêmes.
C'est pendant cette période qu'il a commencé le parachutisme et le base jump pour finalement passer au vol en wingsuit. Jeffrey avait combiné sa passion pour le vol avec son expertise en sciences et en ingénierie. Il calculait méticuleusement ses trajectoires de vol et testait souvent ses modèles en plein vol. Après de nombreux sauts en parachute réussis, Jeffrey a décidé qu'il était temps de porter sa passion pour l'aventure et les mathématiques à un niveau supérieur. Pour son saut fatal, Jeffrey tentait un vol de proximité depuis une falaise à Duwelskloof près de Stellenbosch en Afrique du Sud. Cette région est réputée pour son terrain ardu, nécessitant un contrôle précis et une grande maîtrise. Et ainsi, nous arrivons en avril, le jour de l'incident. La matinée était claire et fraîche, alors que Jeffrey Robson, connu de ses amis sous le nom de Géo, et ses amis se préparaient pour une randonnée difficile et un saut en base dans les montagnes accidentées près de Stellenbosch. Le groupe a débuté son ascension à 5h15 du matin. Jeune officier, le seul équipé d'une lampe frontale, menait le groupe. Juste avant 9h du matin, ils ont atteint l'endroit où ils prévoyaient de sauter de la falaise sur Duwelskloof, entre Elchuka Pass et Peniel. Pendant que Lacey et O'Connor se préparaient pour un saut de base traditionnel depuis la face nord de la falaise, Robson a enfilé sa wingsuit. Ce type de combinaison augmente la surface corporelle permettant à son porteur de planer sur de longues distances. Gio, en tant que parachutiste expérimenté et passionné de wingsuit, avait soigneusement planifié ce vol. Il expérimentait un nouvel itinéraire et des concepts liés à son doctorat. Ces recherches impliquèrent des calculs très détaillés sur la façon dont les wingsuits volent en utilisant des données provenant du Global Positioning System et de capteurs qui mesurent la position, le mouvement et les conditions environnementales comme la pression atmosphérique. Alors que ses amis regardaient, Gio a sauté parfaitement et a tourné de 90 degrés pour suivre la trajectoire de vol qu'il avait calculée qui devait le faire passer au-dessus d'une crête, mais peu de temps après avoir contourné un coin de la falaise, un bruit de crash retentissant s'est fait entendre. Les choses avaient terriblement mal tourné. Ses amis ont rapidement compris que la situation était grave et ont appelé à l'aide. La zone était trop difficile d'accès à pied, alors ils ont fait appel à un hélicoptère du service d'aide aérienne de la Croix-Rouge. Malheureusement, lorsque les secours sont arrivés, Robson était déjà décédé car ses blessures étaient trop graves. Malgré sa préparation minutieuse, une rafale de vent inattendue a modifié la trajectoire de Jeffrey pendant le vol. Incapable de corriger sa trajectoire, il est entré en collision avec le flanc d'une crête, entraînant un impact mortel. Cet incident a révélé l'imprévisibilité du vol en wingsuit, où même la moindre erreur de calcul peut mener à un désastre. La mort de Jeffrey a été une perte importante pour les communautés académiques et de wingsuit. Il était profondément respecté pour ses contributions scientifiques et son esprit d'aventure. Notre prochaine histoire concerne Mark Andrews, un base jumper britannique de 65 ans qui a tragiquement perdu la vie le 3 juin 2023 lors d'un saut en wingsuit dans les Dolomites italiennes. Bien qu'il ait commencé ce sport tardivement, Mark était connu pour son esprit intrépide, ayant effectué plus de 600 sauts alors qu'il n'avait commencé qu'en 2014. Bien que Mark ait commencé tard le base jump, il est vite devenu une figure reconnue dans la communauté. Il publiait régulièrement des extraits de ses sauts sur les réseaux sociaux, mettant en avant ses exploits audacieux à travers l'Europe, notamment en Norvège, en Italie et en Russie. Mark avait aussi vécu à Moscou et à Bucarest avec sa femme. En tant qu'ingénieur à la retraite, il avait adopté, avec un enthousiasme remarquable, le mode de vie rempli d'adrénaline du base jump. Le jour de son saut fatal, Mark a décollé de la Paganella, un site de base jump populaire et difficile près de Trente, en Italie. L'accident s'est produit un samedi matin par temps clair. Mark se serait rendu seul sur le site pour se préparer à un autre saut palpitant. Après avoir effectué une dernière vérification préliminaire, Mark a sauté. Il a probablement dû ressentir l'excitation du saut parcourir ses veines pendant les premières secondes, mais malgré sa grande expérience, quelque chose a terriblement mal tourné. Au moment où il a sauté, une rafale de vent violente l'a pris par surprise, modifiant sa trajectoire et le poussant dangereusement près de la paroi rocheuse. Des témoins l'ont vu lutter pour reprendre le contrôle, mais le vent s'est avéré trop puissant. En descendant rapidement, Mark a heurté une corniche rocheuse saillante, perdant davantage le contrôle. Dans une tentative désespérée de se stabiliser, il a tenté de déployer son parachute. Malheureusement, le déploiement a été trop tardif et il a continué à dévaler la paroi rocheuse.
La collision avec la corniche avait déjà causé de graves blessures, et la chute qui a suivi a fait en sorte qu'il y avait très peu de chances de survie. Le corps de Mark a été vu chutant de manière incontrôlable le long de la paroi rocheuse, son parachute ne s'étant que partiellement déployé. À l'arrivée des secours, il était clair qu'il n'avait pas survécu au choc. Son corps a été récupéré par un hélicoptère de secours en montagne, puis transporté vers un hôpital à proximité. Ironiquement, l'incident tragique s'est produit près du même endroit où un autre base jumper britannique, Dylan Morris Roberts, était décédé exactement 1 an auparavant. Les circonstances précises de sa mort sont encore sous enquête par les autorités locales. La zone où l'accident de Mark s'est produit est réputée pour sa difficulté et n'est considérée comme adaptée qu'aux experts, car les 200 premiers mètres de la descente sont particulièrement dangereux avec des rebords rocheux et des arbres qui nécessitent une navigation précise. Les parachutistes expérimentés mettent en garde contre les conditions de vent difficiles augmentant le danger. Mais la mort de Mark Andrews montre un autre risque associé au base jump, l'imprévisibilité de l'environnement. Même les parachutistes les plus expérimentés peuvent être confrontés à des défis imprévus, comme des changements soudains de vent qui peuvent modifier radicalement un saut planifié. Ce sport extrême, malgré toutes les précautions, reste mortel à cause des éléments incontrôlables. En tant que sport, le base jump a coûté la vie à plus de 400 personnes au cours des 20 dernières années, et malgré les progrès en matière d'équipement et de formation, la nature imprévisible de ce sport signifie que ce chiffre ne risque pas de diminuer de sitôt. La disparition de Mark est un rappel brutal de la fine frontière entre l'exaltation et la tragédie dans les sports extrêmes. Notre prochain reportage se concentre sur Liu Ning, un étudiant chinois de 24 ans qui est tragiquement décédé lors d'un vol en wingsuit le 12 mai 2020. Liu était un pratiquant expérimenté de wingsuit qui participait à un documentaire dans les pittoresques montagnes de Zhangjiajie dans la province du Hunan, en Chine. Ce jour-là, Liu et son caméraman ont sauté d'un hélicoptère à une altitude de 8000 pieds. Cette séquence montre son partenaire de saut essayant désespérément de lui faire signe alors qu'elle s'écartait de la trajectoire de vol prévue. Malgré ses efforts, Liu a dévié de sa trajectoire et a plongé vers la lisière des arbres. Elle n'a pas réussi à ouvrir son parachute et a disparu de la vue peu après le saut. Une vaste opération de recherche a immédiatement été lancée peu après, impliquant des hélicoptères, des drones et des villageois locaux. Après 3 heures, le corps de Liu a été retrouvé dans une végétation dense à une altitude de 3000 pieds, à environ 7000 pieds de son point de saut. Son parachute ne s'était pas déployé, ce qui indique qu'elle n'a pas pu reprendre le contrôle dans ces derniers instants. La nouvelle de son décès a attiré une large attention, avec au moins 250 millions de personnes ayant regardé la vidéo documentant son dernier saut. C'était l'un des premiers accidents mortels impliquant un athlète chinois dans ce sport extrême. Sa mort a suscité un débat sur l'importance de maintenir les trajectoires de vol et la nécessité cruciale d'équipements de sécurité comme les traceurs Global Positioning System lors de telles activités à haut risque. Son décès a également conduit à un examen plus approfondi du sport en Chine, qui est déjà considéré comme une activité de luxe en raison de ses coûts élevés et de la formation intensive qu'il exige. Malgré la grande expérience de Liu, cet incident souligne la nature imprévisible du vol en wingsuit et la faible marge d'erreur. Sa mort a servi de rappel saisissant des dangers inhérents au wingsuit, même pour ceux qui possèdent une formation et une expertise approfondie. Si cette vidéo a éveillé votre intérêt, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Restez audacieux et vivez avec courage.